sont venus ici et puis ils sont mariés ici avec des Calédoniens. Et puis, même avec des Wallis. Hein. Même il y a des Wallisiens qui se marient aussi avec des Tahitiens. Je suis venue pas pour y rester, hein, et le destin a fait autrement. J'ai rencontré mon mari et je me suis mariée. On a travaillé tous les deux durement, hein, ouais, pour arriver à quelque chose. Hein. Dès la génération qui a immigré, à la différence peut-être d'autres courants de migration dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, où c'est souvent à partir de la deuxième génération, par exemple, qu'il y a un métissage. Hein. En ce qui concerne les Polynésiens, ça s'est fait très tôt, notamment par l'intermédiaire notamment des femmes, hein, où il y a eu donc des mariages ou des unions hein, qui ont été très rapides. Ce métissage reflète bien l'intégration, somme toute, bien réussie de cette communauté. C'est sans regret de cette vie. Sans regret, ça nous a appris à vivre et à se débrouiller tout seul, sans parents derrière. Mais je me suis dit, hein, comme je n'ai pas eu une enfance facile à Tahiti, jamais que mes enfants auront les mêmes vies que moi. Voilà, heureusement, je suis tombée sur une bonne personne. Mon mari, il est calédonien. Hein. Une des raisons peut-être aussi de la relative réussite de l'intégration donc des Polynésiens au sein de la société calédonienne vient, je pense, déjà du fait que la Polynésie avait une longue tradition de contact avec le monde européen. Donc, ils étaient plus habitués d'une certaine façon hein, à vivre avec la société occidentale. Et puis à côté de cela aussi, beaucoup donc, sont arrivés seuls. Hein, et donc quand on est seul, finalement, on est plus perméable d'une certaine façon hein, donc au groupe dans lesquels, parmi lesquels on s'installe. On a élevé les enfants enfin normal, hein. Alors ils ont été à l'école, ils ont appris hein, le langage français, tout ça là. L'aboutissement en fait d'une vie, c'est d'avoir sa maison, sa propre maison. Et c'est ce qu'il a fait. Ils ont construit une maison et après on est parti du village de Yaté et on était s'installer à Vao. Et puis on a continué nous à faire nos études, avoir des amis. Mais à la maison, des fois on envoyait des mots en tahitien, des trucs comme ça. Faut pas oublier aussi hein, le langage aussi du pays. Oui, il faut garder. Bonsoir à tous. Communauté discrète, les Tahitiens, comme on les appelle ici, indépendamment de leur île d'origine, ont contribué par leur travail à l'essor de notre pays. Mais on ne leur doit pas seulement la construction du barrage de Yaté, le développement des mines ou encore l'ouverture de commerce. Il ne faut pas oublier qu'ils ont apporté dans leur bagage leur bonne humeur, leur amour de la fête et bien d'autres choses qui font aujourd'hui partie de nos traditions locales. Alors, que leur doit-on exactement? C'est justement ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans Sur les traces du passé. On a là une communauté finalement qui justement peut parler d'elle, je dirais, en tant que communauté, qui se positionne d'ailleurs peu en fait en tant que communauté, hein, même si cette communauté sait se retrouver et être solidaire. Où est-ce qu'elle se retrouve entre autres? Eh bien, un lieu donc tout à fait important, c'est le temple protestant de la vallée du Tir. Le temple protestant, mon frère Timmy, après son travail, il allait aider aussi pour la construction du temple. À cette époque-là, tout le monde c'est la communauté tahitienne, quoi, réunie à cette époque-là, très unie. Et il n'y a pas de limite de religion, que tu sois catholique, protestant ou autre. Eh bien, tout le monde venait donner un coup de main pour construire quelque chose. Parce que le but, c'est d'apporter de l'aide. La communauté se retrouve et a une pastorale donc qui rappelle celle de Tahiti, avec des offices très lents, des chants magnifiques, etc.
On a une façon d'adorer Dieu par la musique, par la guitare, par le ukulélé et tout. Donc, peut-être pour un nouveau venu, ça choque un peu, mais le moment de prière, c'est stop. Mais au départ, il y a toujours la musique comme ça. Parce que c'est comme ça, c'est la tradition. C'est quelque chose qui est inné en nous. Ils sont nés avec. C'est quand même une communauté, semble-t-il, qui sait bien s'intégrer, se faire accepter parmi toutes les autres communautés de Nouvelle-Calédonie, ce qui est quand même un fait tout à fait notable à signaler. On est Tahitiens, on a nos habitudes. Hein. Les Calédoniens, c'est bien aussi, mais c'est pas la même mentalité, hein, c'est pas pareil. Hein. Ouais. Enfin, c'est chacun son truc, quoi. Hein. On nous dit toujours, ah, vous êtes Calédonien, ben non, hein, ça fait longtemps que vous êtes là. Je dis, ah ben oui, il n'y a pas de mal. Mais au point de vue mentalité, tout ça là, mais c'est pas la même chose, quoi. Hein. J'encourage même que les Tahitiens, surtout les jeunes d'aujourd'hui, reprennent la relève. Vous voyez, et c'est bien dommage que je ne peux plus enseigner la langue tahitienne, parce que ça fait partie quand même de notre culture. Il ne faut pas oublier la langue. Quand ils avaient envie de se dire quelque chose, ils parlaient en tahitien, donc nous on ne comprenait rien du tout. Et puis peut-être que ça lui simplifiait la tâche. Je suis fière de parler même de ma langue. D'abord avec l'association Maori. Donc avec les Tahitiens à l'époque, on avait fait construire le foyer Tahiti Nui. Et ce foyer a été inauguré le 14 juillet. C'était magnifique. Beaucoup de Tahitiens qui sont venus à cette époque-là pour la fête. Le 14 juillet, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, la danse et tout ça. Des repas, surtout des repas. Vous savez, dans les repas tahitiens, il y a toujours le four tahitien, le hima, ça s'appelle. Donc, il y a les porteurs de fruits dans les après-midi. Ça a été un moment fort pour les Tahitiens d'ici et de ceux qui sont venus de là-bas. Ils vont à ce moment-là créer, là on est fin des années 50, hein, et donc ils vont contribuer à créer donc un véritable engouement en Nouvelle-Calédonie pour la musique tahitienne. Toujours la musique tahitienne, hein. Même dans nos malheurs, ils arrivent à égayer un petit peu, à amener la joie. Voilà. Donc, c'est ça, c'est la joie de vivre. Avec le peu de ce qu'ils ont, ils sont heureux. Beaucoup d'ailleurs pour arrondir leur fin de mois et puis aussi par goût personnel finalement, hein, font de la musique, on font un petit revenu complémentaire le week-end, hein, donc alors ce qu'on appellerait maintenant des boîtes, hein, qu'on appelait à ce moment-là des cabarets, hein, comme le Tahiti Cabaret, hein, donc un petit peu plus tard, ou le Biarritz Savant, vont s'ouvrir, hein, et donc les Calédoniens viennent danser, hein, au son de cette musique tahitienne. Puis à l'époque, il y avait quand même de bonnes boîtes de nuit qu'on ne trouve plus maintenant, puisque il y avait le Santa Monica, le Biarritz, le Tivoli. Santa Monica, là c'était vraiment une ambiance typiquement polynésienne. Là c'était le ukulélé. Tu avais 2-3 personnes ukulélé, leur doum-doum, là, tout ça. Et là, tu retrouvais Tahiti, en fait. La tradition polynésienne, elle est toujours en vigueur ici en Calédonie. Et même parce qu'il y a beaucoup de métissages et qui ont même appris à jouer la guitare, le ukulélé, le pau, le toere, et qui continuent. Je connais les troupes chez nous, mais qui continuent à exercer ce que les ancêtres l'ont laissé, l'ont lagué.
Et puis, bien sûr, certes, il y a une immigration masculine, mais il y a une immigration féminine. Hein. Et donc, un certain nombre de ces jeunes femmes qui immigrent viennent, elles, justement, notamment dans le cadre, bon, soit elles accompagnent leur mari, mais aussi dans le cadre de ballets. Par exemple, il y a un ballet qui était célèbre, qui était le ballet de Janine Marron, qui a été un des premiers en Nouvelle-Calédonie, qui a recruté, justement, des jeunes femmes à Tahiti. Hein. Et c'est le début, finalement, donc, de la danse tahitienne, qui, elle aussi, se répand donc, dans toute la société calédonienne. Un Tahitien qui ne sait pas danser, ou alors sinon il est né en Arabie ou je sais pas où. Parce que le Tahitien il a ça dans le sang. Et en fait là, le mouvement, parce que déjà les danses traditionnelles, donc ce sont des danses rythmées. Donc même si tu ne sais pas danser le Tahitien, rien qu'en écoutant les danses, les toérés, hein, les baguettes là, tu es obligé d'être dans le rythme. Et ça vient, là aussi, ça vient naturellement. C'est-à-dire un petit gamin de 2 ans ou 3 ans, il va pouvoir te danser quelque chose. Les petites gamines, ouais, qui ont 2-3 ans, qui bougent leurs fesses et tout, mais c'est formidable. Et ça aussi, c'est une question aussi d'éducation, parce que c'est au démarrage en fait. Et moi, j'ai gardé ça. J'ai gardé ce truc-là, même si on est à 4000 ou 6000 km de Tahiti. Il n'empêche que j'ai quand même gardé ce côté tahitien, justement. Beaucoup de ces jeunes descendants de Tahitiens restent en général très attachés donc à la musique, cette musique tahitienne, ou éventuellement à la danse. Ça se manifeste à travers les écoles de danse. Hein. Il y a un certain nombre d'écoles de danse tahitiennes à Nouméa. Et ces traditions culturelles restent très vivantes, en fait, dans la communauté polynésienne. J'aime bien faire la fête. J'aime bien danser, je danse à peu près toutes les danses. Mes enfants, on peut dire, ils sont plutôt de père européen, et moi qui est tahitienne. En fait, je suis quand même du sang mêlé. Donc je ne peux pas le jeter non plus de ça, ce côté-là. Eh bien, ils gardent quand même qu'ils sont métis. Ils sont métis tahitiennes. Notre marque aussi de l'engouement pour la culture polynésienne, qui est largement adoptée par toutes les communautés de Nouvelle-Calédonie, c'est la chemise tahitienne. Hein. Bon, maintenant, ça paraît, relativement banal, hein, mais c'est vraiment fin des années 60 hein, qu'on se met de manière massive en Nouvelle-Calédonie à porter la chemise tahitienne, hein, à adopter justement des vêtements qui s'inspirent, si vous voulez, de ces tissus à fleurs, les fameux paréos. Hein. Et puis d'autres aspects aussi vont être introduits par ces Tahitiens, enfin qui vont être adoptés par tous les Calédoniens. Ben, au niveau culinaire, c'est la salade tahitienne. Le maatinto, pas oublier aussi, ce sont les Chinois qui ont commencé ce plat-là. C'est pour ça qu'on dit maa, c'est nourriture. Tinito, c'est chinois. C'était eux qui ont commencé. Après, les Tahitiens, ils ont pris la suite. Des poés, des taïoros avec des bénitiers dedans, c'est excellent. Oui, des gâteaux tahitiens, plusieurs parfums. Hein. Pour incrémenter le quotidien donc, de la famille, donc mes parents, on a fait ce qu'on appelle du michiwé. Le michiwé, c'est à base de coco. Donc c'est du coco que vous coupez en deux. Vous récupérez donc la chair, vous faites fermenter avec de la crevette ou du crabe. Et après, au bout d'une semaine, vous récupérez tout ça, vous nettoyez, vous en faites à peu près comme une purée. Donc je disais tout à l'heure pour incrémenter, donc, mes parents vendaient pour avoir un peu plus de sous. On était quand même beaucoup à la maison, donc je ne dis pas que le salaire de mon père ne suffisait pas, mais ça apportait un plus en fait à la vie de famille, quoi. Et ça, j'ai vraiment souvenir comme si c'était hier, quoi. Je me vois encore en train de déplucher les cocos et tout ça. Et voilà, donc ça a été on a fait ça bien pendant au moins une dizaine d'années, hein. Peut-être un petit peu moins. Un autre apport aussi, une autre contribution, hein, qui va
d'une certaine façon, participer d'un intérêt beaucoup plus large pour comment dire, l'art océanien. Souvent, ce sont les Tahitiens qui vont ouvrir et fournir au début les premiers curios. Hein, donc, vers ces objets destinés à être vendus aux touristes, en fait, hein, parce qu'ils s'inspirent de ce qui se faisait à Tahiti, parce que Tahiti a traditionnellement, justement, depuis longtemps d'ailleurs, hein, un art destiné aux touristes, et les Tahitiens vont importer cela. Et là aussi, ça va devenir, et ça reste encore, pour beaucoup d'entre eux, une source de revenus complémentaires, hein, sous la forme de nacres, donc qui sont taillés, sous la forme de colliers, etc., hein. Et encore maintenant, on le voit bien d'ailleurs, hein, soit lors des Jeudis de Tahiti qui sont organisés au centre-ville, les marchés. Il y a souvent des artisans, enfin, sont souvent d'ailleurs plus des artisanes polynésiennes, qui proposent donc tous ces objets qui sont très très appréciés dans toute la société calédonienne. Les Tahitiens, c'était eux qui ont lancé aussi les baraques foraines. À la baie de la Moselle, il n'y avait pas le marché que vous voyez aujourd'hui. Il n'y avait pas cette route-là. Non, c'était vide. Donc, c'était là, c'est installé les baraques. Le 14 juillet, c'est quelque chose d'extraordinaire pour eux. Le tiuraï et tout ça. Des jeux à la façon. C'est une grande fête pour les Polynésiens. Autrefois, le tiuraï veut dire le 14 juillet. Oui, une singularité qui mérite aussi d'être remarquée, c'est l'évolution du mot kanak, qui n'est pas toujours connu d'ailleurs, hein, parce que le mot kanak, hein, semble-t-il, au départ, c'est un mot d'origine polynésienne et qui signifiait homme. Hein. Et donc, il y a eu un moment, un usage au milieu du 19e siècle, hein, où finalement, on a eu tendance à appeler donc l'ensemble des populations océaniennes des Kanaks. Et puis après, il y a eu un glissement finalement qui a conduit à ne plus appeler Kanaks que les Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie. Bien acceptée et bien intégrée, cette communauté de Tahitiens de Nouvelle-Calédonie ne cesse de croître pour atteindre l'effectif d'un peu plus de 6000 personnes juste avant les événements de 1984 et 1988. Mais ces événements vont porter un coup à l'envie des Polynésiens de venir travailler sur notre territoire. C'est une communauté qui va se trouver quand même affectée aussi de plein fouet par ces événements, notamment rappelons qu'ils étaient très nombreux à Thio et dans les centres miniers. Hein, et donc la période difficile des événements va faire que beaucoup d'entre eux à ce moment-là, semble-t-il à peu près la moitié des effectifs de cette communauté, va choisir le retour à Tahiti. Il y a eu les événements et puis ils ont eu leur maison de brûler. On a tous été un peu touchés parce que c'était un peu l'aboutissement de sa vie qui était partie en fumée. Hein. Et puis voilà, ils ont mis du temps à se remettre de ça. Moi personnellement, le problème que j'avais à l'époque quand ça s'est passé, c'était que ceux qui avaient fait ça, c'était des gens qu'on connaissait, c'était des copains. On a grandi ensemble. Après, quand tu prends du recul, tu te dis, ça fait partie de l'histoire, la construction d'un pays, tout ça, ça doit passer par certains événements. Pourquoi mes parents, j'en sais rien. C'est difficile à accepter, surtout quand on pense que c'est quelqu'un qui a amené quand même une pierre à l'édifice, à la construction du barrage. C'est pas quelqu'un qui s'est enrichi outre mesure ou c'est pas un capitaliste, je veux dire, il s'appelle pas Lafleur, hein, mon père il s'appelle Robson, donc mais après, je me dis aussi que peut-être que la construction d'un pays passe par ce genre de situation. Et je considère que ça fait partie de l'histoire. Mais on garde ça en mémoire. Il faut avancer maintenant, quoi. Je veux dire, si on reste sur des trucs comme ça, on n'avancera jamais. Quand ça s'est passé, moi, de par mon côté professionnel, j'ai eu une opportunité de me déplacer sur Tahiti pour monter une société de produits alimentaires. Et donc j'ai saisi cette occasion-là, donc je suis parti après sur Tahiti, c'était en 1985.
On a monté la société et après j'ai fait revenir mes parents. Et ce retour va être souvent difficile, hein, donc à la fois parce qu'ils ne vont pas toujours recevoir un accueil très chaleureux dans la mesure où, comment dire, ils viennent s'ajouter à un marché du travail qui est déjà difficile, hein. Et puis pour eux-mêmes, hein, souvent la réintégration au sein de la société polynésienne, alors peut-être pas trop dans Tahiti même, mais dans les archipels, puisqu'ils ont pris l'habitude de vivre somme toute assez différemment, hein, ne va pas être simple. Il faut savoir qu'à cette époque, donc c'était en 85, il y avait le président du gouvernement de Tahiti à l'époque, qui était Gaston Floss, aidait donc tous ceux qui avaient subi les événements de 84 en Calédonie, les aidait à se replacer et à avoir une maison sur Tahiti. Il suffisait à l'époque de justifier d'un emplacement d'un terrain. Et à ce moment-là, le territoire de Polynésie finançait la maison. Et donc, c'est ce qui s'est passé. On a trouvé un terrain de famille, on a construit la maison dessus. En fait, quand nous, Polynésiens qui avons vécu en Nouvelle-Calédonie, quand on retourne à Tahiti, on est considéré comme un peu des étrangers. Ce qu'ils disent, je ne sais pas si je vais bien prononcer, mais en fait, ils disent faoru. Faoru, ça veut dire quelqu'un qui feinte, quelqu'un qui fait le malin. Parce qu'effectivement, quand tu roules pas les airs, tu n'es pas considéré comme un Tahitien. Donc, il y a eu un petit truc comme ça. Et puis après, au niveau de la société qu'on avait montée, c'était bien, mais apparemment, on n'avait pas les bonnes clés qui ouvraient les bonnes portes. Donc, j'avais eu cette opportunité que mon président de l'époque avait dit si jamais ça n'allait pas, il pouvait me rapatrier sur Nouméa. Donc, ceci étant, je suis revenu en 88. Alors ça explique aussi que peut-être quelque chose qui reste une des grandes caractéristiques actuelles de cette communauté, c'est les allers-retours permanents d'une certaine façon entre les deux archipels. Il y a beaucoup d'échanges, hein, beaucoup de mobilité en fait, hein, donc entre les deux archipels. Et cette mobilité, elle s'est manifestée encore récemment. Hein, parce que la situation économique très difficile qu'a traversée la Polynésie, hein, a entraîné beaucoup de jeunes Tahitiens qui ne trouvaient pas de travail sur place, donc à venir en chercher en Nouvelle-Calédonie. Mais je dirais que le premier réflexe de beaucoup de jeunes Polynésiens qui ne trouvent pas de travail, hein, c'est de se dire, avant d'envisager des fois un exil plus lointain, donc beaucoup en fait tentent la Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent s'intégrer dans tout un réseau de familles, d'alliances, etc. Donc ils n'arrivent pas du tout en terrain inconnu, loin s'en faut. 2 ans après, bien sûr, mes parents, ils sont revenus. Et voilà, ils ne pouvaient pas oublier en fait la Nouvelle-Calédonie. C'était son pays adoptif. C'est plutôt les anciens, les parents, qui sont rentrés au Fénois. Peut-être pour mourir là-bas, de préférence. Pour moi, ma terre natale, elle est toujours là, dans mon cœur. Hein, je ne peux pas... c'est mon identité. Je suis née. On est toujours fiers de son patrimoine. Voilà. On ne peut pas changer. On ne peut pas. C'est en nous. On aime bien Tahiti aussi, mais on est habitué à notre vie d'ici, hein, c'est ça, hein? Ouais. Mon dernier voyage, c'est 2005. C'est difficile pour moi aujourd'hui de rentrer, par exemple, vivre encore à Tahiti. Hein. J'ai trouvé que c'est peut-être moi qui ai changé. Hein. J'ai peut-être pris l'habitude de vivre à la calédonienne, par exemple. Oui, je me sens tahitienne aussi bien calédonienne. Je me sens les deux. Disons que je suis, par le nombreuses d'années ici, je suis calédonienne. Ça fait quoi, 59 ans, je crois, je suis ici. De cœur. Mais je ne peux pas rejeter mon identité. Non. Ma culture, mes traditions, mon patrimoine. Ça, je ne rejetterai jamais. Voilà, cette série consacrée aux Tahitiens est maintenant terminée. J'espère que vous aurez appris à mieux connaître leur histoire. Je vous donne donc rendez-vous même jour, même heure pour un autre numéro de votre magazine Sur les traces du passé. Merci à tous, bonsoir.